La justice doit-elle enquêter sur des crimes prescrits ? Après le refus de la Cour d'appel de Paris, les familles des disparus sont désemparées et l'omerta est toujours de mise dans l'Yonne. Les obsèques des 2 jeunes filles dont les corps ont été retrouvés se déroulent dans l'indifférence générale. Aucun élu ne vient s'excuser du silence complaisant qui a prévalu pendant près de 30 ans. Mais en 2002, un document envoyé à la DAS 9 ans plus tôt refait surface et interrompt la prescription. Émile Louis peut enfin répondre de ses crimes. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 5, Émile Louis, fin de partie. Personne n'a envie de porter la responsabilité de gens qui vont mal, de crimes qui n'ont pas été résolus, de silences indignes qui ont permis de piétiner des vies et de les enterrer sans nom, quoi. 23 octobre 2004, Auxerre. Près de 30 ans après les premières disparitions de jeunes femmes dans l'Yonne, vont se dérouler les obsèques des 2 victimes d'Émile Louis dont on a retrouvé les corps, c'est-à-dire Madeleine de Juste et Jacqueline Weiss. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. C'est le souvenir que ça y est, j'ai récupéré ma sœur, le jour des obsèques. Jean-Pierre Weiss, frère de l'une des disparues. Je dispose de ma sœur enfin, et j'ai eu cette chance de pouvoir retrouver ma sœur, ce que n'ont pas eu toutes les parties civiles, hein. J'avais dit à mes proches, mes amis, je ne voulais pas qu'ils viennent, parce que je voulais que ce soit un moment pour moi, et pour mon frère, voilà. Après toutes ces années, je voulais pas le partager, ce moment, je le voulais pour moi. Moi, la seule chose que je vois, c'est ces 2 cercueils et les bougies qui représentent les corps qu'on n'a pas retrouvés. Je vois les familles en larmes. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. C'est vrai que quand on sort de la cathédrale, on a le sentiment qu'il n'y a personne, parce que les victimes ne s'intéressent pas beaucoup, hein. Le maire de l'époque, pas là. Il est en train de lire son journal dans un café à côté, je l'ai su après. Pierre Monnoir, président de l'Association de défense des handicapés de l'Yonne. Je m'attendais à voir Henri de Raincourt, président du conseil départemental, je m'attendais à voir les députés, enfin je sais pas. Mais non, ils n'ont pas eu le courage, moi j'appelle ça, de dire bah oui, on n'a pas vu, mais au moins on est là pour témoigner pour toutes ces familles. C'est lamentable. Bon, je m'attendais pas non plus à ce que la ville d'Auxerre vienne au grand complet aux obsèques de ma sœur, d'ailleurs je l'aurais pas voulu. Mais ils n'ont pas été à la hauteur d'une ville comme Auxerre. On s'attendait qu'il y ait un petit peu plus de reconnaissance, on s'attendait à autre chose. Mais non, rien. Voilà, ils ont été absents dès le départ, ils l'ont été jusqu'à la fin. En décembre 2000, l'arrestation d'Émile Louis et ses aveux place la justice dans une situation délicate. Émile Louis, c'est quelqu'un qui a en fait agressé et tué pendant de nombreuses années dans, globalement, l'indifférence générale et surtout dans l'ignorance qui avait ces crimes. Yves Charpenel, ancien vice-président de la Cour de cassation. Est-ce que ça vaut la peine juridiquement d'enquêter sur des faits que peut-être on ne pourra pas juger parce qu'ils sont trop anciens ? Ma première intervention, elle commence par un échec terrible, puisque la Cour d'appel de Paris dit c'est prescrit. Didier Seban, avocat à la Cour. Donc on est presque à la limite de se dire que Émile Louis ne sera jamais jugé et qu'il ne sera pas rendu justice à ces femmes. Dans l'affaire Émile Louis, le problème, c'est qu'il y avait des disparitions qui avaient été notées. Il n'y avait pas eu d'acte d'enquête, a priori, ou presque pas. Et donc, tout le travail, ça a été d'aller puiser dans les archives pour savoir si, par hasard, il n'y aurait pas eu quelqu'un qui avait fait une recherche sur ces disparitions, qui, même s'il n'avait pas abouti, permettait de dire « on arrête et on recommence qu'à partir de cette recherche ». Et c'est ce qu'on a trouvé. C'est un acte qui a été établi par un procureur en 1993. Il va exister grâce à Pierre Monnoir, puisque au départ on parle de disparition, mais lui il veut s'en assurer. Il va rencontrer le procureur de la République
Ça s'est fait au moment où j'ai dit il y a des dysfonctionnements, il y a des gens qui ont disparu et que j'ai demandé au procureur Bertrand Dailly de vouloir enquêter. Je me rappelle, j'ai repris la feuille, j'ai daté, j'ai signé. Pourquoi ? Voilà, c'est comme ça. Bien m'en a pris. Et le procureur, à la suite de cette visite, va envoyer ce qu'on appelle un soit transmis à la DAS, en demandant à la DAS de vérifier où ces jeunes femmes avaient pu être placées. Le 20 février 2002, la Cour de cassation juge que le soit transmis envoyé par le procureur à la DAS en 1993 est un acte d'enquête qui interrompt la prescription. Alors que les faits étaient initialement prescrits à partir de 1994, 10 ans après le dernier rapport de Christian Jambert, Émile Louis peut à présent répondre de ses actes devant la justice. En mars 2004, s'ouvre à Draguignan le procès d'Émile Louis pour viol et torture sur sa seconde épouse et sa belle-fille. La première fois que je vois Émile Louis dans un box, c'est à Draguignan, pour ce premier procès où il est poursuivi pour des actes de barbarie sur sa femme. Jérôme Val, ancien journaliste à France Bleu Auxerre. C'est la première fois qu'on l'affronte en audience, c'est la première fois qu'on le voit en audience. Et c'est aussi la première fois qu'on a un examen par une cour d'assises de la personnalité d'Émile Louis. Mais il a eu une enfance horrible. L'abandon, des viols. Là, vous commencez à comprendre le cheminement. Voilà. Alors, effectivement, dans le Var, il a été beaucoup question de ses relations avec sa femme, mais avec les relations avec sa femme, on comprend les relations qu'il a aux femmes, au final. Des femmes fragiles, qui sont dans un lien de dépendance très fort vis-à-vis de lui, dans une relation de domination mentale et psychologique. Moi, j'ai trouvé ça assez éclairant, au final, sur ce qui a été aussi ses relations avec ces jeunes filles, quand il était dans son car, dans sa voiture. J'étais très étonnée de rencontrer un homme très tranquille, qui considérait que ce qui était fait était fait et qui voyait pas trop le problème en fait. Elsa Vigoureux, grand reporter. Et qui était même assez content de se retrouver là avec des gens un peu comme s'il avait pu enfin retourner au bar du coin ou... Donc il était accoudé là dans son box. Et puis, il tapait la discussion avec tout le monde. Et on était tous à égalité. Le président, les avocats, les jurés. Tout le monde était à égalité. C'était tous des gens, en fait. On était tous des gens. Il était content d'être là, en fait. Avec ses yeux en bille, là, comme si on parlait de quelqu'un d'autre que lui. Un peu fasciné par l'histoire qui se racontait sous ses yeux. Avec une espèce de distance vis-à-y des faits. C'était un peu étrange. Il était capable de donner plein de détails. Et en même temps, de pas du tout accorder d'importance aux exactions qu'il avait commises, parce qu'il y avait quand même des tortures sévères, quoi. C'est la première fois qu'on le voit s'exprimer publiquement sur sa vie, qu'on le voit mentir, qu'on le voit nous balader, qu'on le voit jouer avec nous. Et donc on a ce round d'entraînement d'une semaine à Draguignan qui est très important. Émile Louis est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour les viols de sa seconde épouse et de sa belle-fille, commis entre 1992 et 1995. C'est notre première passe d'armes en cour d'assises. Donc déjà, ça me permet de préparer le dossier de Lyon. Alors, l'état d'esprit avant le procès, c'est bien sûr beaucoup d'angoisse. Comment gérer le procès ? C'était un moment très lourd en émotions. Je savais que ça allait être très douloureux, parce que il y a beaucoup de gens à entendre, beaucoup de témoignages. On a beaucoup travaillé avec Corinne parce qu'il fallait s'inspirer de chacun des faits, en fait. Trouver chaque détail qui permettait de faire le lien entre Émile Louis et la victime. C'est un dossier qui concerne 7 victimes qui ont elles-mêmes leur histoire. C'est un dossier qui a duré plus de 30 ans. C'est un procès qui s'annonce compliqué, très long. Et donc c'est un procès qui est extrêmement médiatisé.
Le 3 novembre 2004, à Auxerre, s'ouvre le procès des 7 disparus de Lyon. À Auxerre, je pense qu'ils n'avaient jamais vu ça. Une espèce de masse de micros et de caméras dans le grand hall du palais de justice avant de pénétrer dans la salle où ça fourmillait de partout. Dans Lyon, tout le monde venait au spectacle. C'était pas juste le procès d'Émile Louis, c'était quelque part. Le souffle était retenu. Et on allait juger quoi, là ? Qu'est-ce qu'on allait juger ? Émile Louis, la région, les gens, qui, quoi ? Et puis l'impression de, oui, il va se passer un truc énorme dans le mois qui vient, quoi. Il s'est passé tellement de choses que forcément, dans ces 4 semaines de procès, il va se passer quelque chose. On va être baigné dans ce procès avec un espoir, c'est qu'Émile Louis revienne sur ses dénégations, dise un peu plus la vérité, donc il y a cet enjeu de l'interroger. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le premier jour, c'est un emballement total pour les parties civiles, pour toute l'équipe, pour les médias, pour plein de gens. Pour moi aussi, d'ailleurs. Jean-Pierre Vess, frère de l'une des disparues. Il n'y avait pas de stratégie, puisque pour nous, nous devions simplement faire admettre par la cour d'assises que tous les arguments de l'accusation étaient faux. Alain Freytag, avocat d'Émile Louis. Pour nous, il n'y avait aucune preuve sérieuse. Donc oui, nous espérions. Le premier jour, il y a toujours une tension. Tous les regards qui convergent vers le président et déclarer l'ouverture des débats. Je suis Jean-Pierre Jetty. J'ai été le président de la cour d'assises à Auxerre lors du procès d'Émile Louis en novembre 2004. Sur le plan émotionnel, c'est assez fort. C'est la première fois où je vois Émile Louis. Pierre Monnoir, président de l'association de défense des handicapés de Lyon. Bon, c'est un pépère qui est décontracté, pas traumatisé. On voit qu'il est habitué à être dans le prétoire. Il n'y a pas de souci. Il joue un peu sa vedette. Il y avait un mélange de haine et de pitié en même temps en moi. Je voyais ce bonhomme complètement cabossé, complètement tordu, avaché sur son siège. On voyait que la tête qui dépassait quasiment. La tête dans les épaules. Je l'ai fixé tout le temps, quasiment. J'ai rarement croisé son regard. Je pense qu'il n'était pas aussi à l'aise dans Lyon qu'à Draguignan. Le côté vieux papy, rigolo en façade, mais gros pervers à l'intérieur, là, ça passait pas de manière aussi facile qu'à Draguignan, où il avait l'air d'un petit monstre, mais d'un petit monstre isolé, quoi. Dans ses déclarations à Draguignan, Émile Louis explique que si il est passé à l'acte comme cela lui a été reproché, c'est parce qu'au fond de lui, il y avait une bête qui l'incitait à agir de la sorte. Et il fait tout un développement sur cette bête qui le ronge et qui l'amène à commettre des actes répréhensibles. Dans cette forme d'animalité, quand il dit « il y a une bête qui est en moi et qui me pousse à tuer », à ce moment-là, il dit à un moment donné c'était particulièrement les jours de pleine lune. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'étais amené à tuer Françoise Lemoine. J'étais habité par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal. Cette force me poussait à tuer. Et les yeux dans les yeux, je l'interroge sur ce qu'était cette bête. Mais parlez-moi de cette bête, puisque vous l'évoquez à 2 reprises. Je pensais que, en évoquant cette question, il allait reconnaître qu'effectivement, il ne pouvait pas résister à cette bête et qu'il allait reconnaître les faits. J'étais à 2 doigts d'obtenir des aveux. Je peux l'exprimer de la sorte. Il s'est trouvé que les regards que nous avions l'un et l'autre, d'homme à homme, c'était plus de juge à accusé, mais d'homme à homme, ce regard, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que dans la position où je me trouvais dans la salle d'audience, Émile Louis était trop loin pour maintenir longtemps ce regard. Et donc il s'est repris, et après ça, c'était terminé.
On a toujours l'espoir que l'ambiance de l'audience, les proches qui sont là à l'audience, le regard des journalistes ou du président fasse flancher à un moment donné, fasse faiblir à un moment donné. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. C'est beaucoup attendre d'un tueur en série, mais malgré tout, on espère qu'on va avoir des éléments complémentaires. Le contexte, les circonstances, l'intérêt, les enjeux extérieurs, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Qu'il y ait un intérêt pour tous les gens ici présents, magistrats, avocats, familles de victimes, de comprendre ce qui s'est passé, ça le touche pas 2 secondes. Et puis après, je suis passé aussi à la barre. Et là, le président m'a autorisé à m'adresser aux prévenus. Il s'est approché du micro, prêt à me parler, et dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, il va parler. Sauf qu'il a dû le voir, parce qu'on était tellement accroché par le regard qu'il a dû voir dans mon regard que je me relâchais, et il m'a dit, non, c'est pas moi. Voilà. On lui a demandé d'avouer, et il a dit, mais j'ai jamais fait ça, moi je les aimais, ces filles. Et je pense que quand il dit qu'il les aimait, il les aimait. Et puis quand il dit qu'il les a tués, il les a tués. Il n'y avait pas de contradiction, quoi. Tout était possible, mais c'est le problème des gens qui font pas la différence entre le bien et le mal. Tout se mélange, quoi. Au cours du procès, j'ai éprouvé le besoin de faire un transport de justice sur les lieux où Émile Louis dit avoir vu des corps enterrés. Jean-Pierre Géty, président de la cour d'assises. J'ai estimé que ça avait été essentiel pour les jurés d'évaluer la crédibilité d'Émile Louis en allant sur le terrain. Quand on y va avec la cour d'assises, Émile Louis avec ses bottes blanches sur son territoire, alors il y a la presse, les avocats, la cour, une espèce de rassemblement de gens les journalistes qui suivent comme ils peuvent. Didier Seban, avocat à la cour. C'était une sorte de promenade pas désagréable, mais bon, ça n'a rien apporté à mon avis. Là, c'est du très concret, quoi. Enfin, on imagine, quoi. On imagine cet homme en train de creuser, d'enterrer des jeunes filles bâillonnées avec, des vêtements. On imagine que c'est là qu'elles ont peut-être poussé leur dernier cri. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des jurés, mais... Ces familles de victimes, elles portaient une culpabilité, mais sans fin. De la même manière que Émile Louis n'avait pas la moindre culpabilité, en fait. C'est vraiment 2 mondes, et en même temps un même monde. Ils viennent du même endroit, en fait. Et puis c'est là que tu vois le bien et le mal, en fait. C'est à la fin, quoi. Mais tu vois aussi qu'il n'y a pas de... Il peut ne pas y avoir de frontière entre le bien et le mal. Parce que les familles de victimes, elles pensent avoir mal fait en abandonnant leur enfant, quoi. Elles se jugent comme étant coupables d'avoir mal fait. Lui, il pense qu'il a pas mal fait. Quand les parties civiles, au dernier jour, passaient à la barre pour dire ce qu'elles avaient envie de dire, je me suis adressé à lui, tout simplement. Jean-Pierre Vess, frère de l'une des disparues. Donc il m'a dit, je te reconnais, mon petit gars. Oui, je te reconnais bien. Et puis je lui ai dit, écoutez, vous savez, monsieur Émile Louis, même si vous n'avouez pas, pour moi, vous l'avez déjà fait, donc je sais maintenant que vous êtes vraiment coupable, voilà. C'est pas moi. C'est pas moi, je te jure, je l'aimais, ta sœur, je l'aimais. C'est pas moi. Voilà. C'était assez déroutant parfois, son attitude devant les évidences, d'être tout le temps un peu à côté de la plaque, quoi. Mais 4 semaines d'interrogatoire quotidien, il n'a pas craqué une seule fois. Il avait beau être peut-être pas le plus intelligent des accusés, il a tenu. Le 25 novembre 2004, Émile Louis est reconnu coupable de l'assassinat des 7 disparus de Lyon et condamné à perpétuité avec une peine de sûreté maximale de 18 ans. Mais les familles ne connaissent toujours pas toute la vérité. Nous n'avons pas réussi à faire admettre que le doute devait lui profiter. Je m'en veux terriblement, si longtemps après. Alain Freytag, avocat d'Émile Louis. Pour moi, c'est comme une cicatrice qui ne se referme pas. Je ne suis pas en train de jurer qu'il est innocent, je n'en sais rien. Ce que je sais,
c'est que le doute aurait dû lui profiter compte tenu de l'état du dossier. Les familles ils étaient KO, hein, même s'ils s'attendaient à ça, ils étaient quand même KO. Et là, tout le monde s'est éclaté. Les personnes qui m'aidaient de l'association, etc., ils en ont retrouvé dans les buissons, voilà, cachés derrière les piliers, en train de pleurer. Enfin, ça a été la débandade, quoi, parce que chacun voulait gérer son chagrin comme ils avaient envie de le gérer, quoi. À l'annonce du verdict, on savait qu'il allait être condamné, bien évidemment, à perpétuité. Hein. C'est un soulagement, et puis tout se fait dans le silence, finalement. Tout le monde se lève, comme si on avait assisté à une pièce de théâtre où tout le monde se lève, regagne la sortie et puis rentre chez eux, tous les gens, tout le monde, voilà. C'est assez étrange comme sensation. Il n'y a pas de cris, je n'ai pas ce souvenir-là, en tout cas pas de cris. Il y a des larmes, de se dire c'est fini. C'est un peu des regards un peu hébétés aussi, voilà, c'est fini. On a reconnu quand même notre souffrance malgré tout. Mais l'impression assez vite qu'il manquera toujours quelque chose. Voilà, des aveux, des corps, peut-être autre chose. Puis tu ressors en n'étant pas tout à fait à l'aise. On n'a pas décidé d'aller vraiment au bout. On a un peu arrêté de vraiment pointer du doigt les responsabilités, pas uniquement les culpabilités, les responsabilités. Nous, les journalistes, de soulever les responsabilités des uns et des autres, et de dire les silences aussi, qui ont été des silences rendant les choses possibles, rendant les crimes possibles. Et puis aussi de dire que là-bas, c'est une région où on traite mal les enfants pupilles de la nation, et c'est une région où on traite mal les personnes handicapées. On est complètement écrasé par tout ça, on n'a plus envie de rien, on croit plus en soi. Donc, mais bon, tout doucement, au fil des mois, au fil des années, on commence à guérir. Et puis ça repart. Sachant qu'il y a toujours les périodes où ça ne va plus, hein. Donc voilà, mais on fait en sorte que ça aille mieux, que ça aille bien. Voilà. Et on se retrouve tout seul. En France, la place de la victime, c'est de pleurer, on leur donne un mouchoir et puis au revoir, quoi. Mais depuis, je dirais depuis eux, depuis les disparus de Lyon, depuis Didier Seban et Corinne Herman, les victimes, elles ont aussi la possibilité de pas toujours pleurer, de s'exprimer et d'exiger. D'exiger la vérité, d'exiger la justice. Il va y avoir d'abord des changements de loi et de textes concernant les institutions auxquelles sont confiées des personnes comme ces victimes, des personnes fragiles mentalement, comme les victimes d'Émile Louis, parce que s'il a pu exister, c'est qu'il y avait une défaillance dans le système. Nous nous sommes battus pour que soient mieux pris en compte les disparitions. Nous avons obtenu un changement législatif qui permet aux familles de saisir un juge d'instruction en cas de disparition suspect. Et puis la dernière disposition, c'est la jurisprudence Émile Louis sur la prescription, qui écarte la prescription dans toute une série de cas. La Cour de cassation va dire que quand il y a une série criminelle, chaque crime interrompt la prescription pour les autres crimes. Et puis là, récemment, le législateur a décidé en matière criminelle de passer la prescription à 20 ans. Je me suis rendu compte aussi que, humainement, on est quand même tous portés par là où on vient. De là où on vient. Ça me fait pleurer, en fait. On est tous portés de là où on vient. Voilà. Je pense que Corinne, Corinne, Pierre, moi aussi, tous, quoi. On a suivi cette affaire parce qu'elle nous touchait. Parce que les gens qui comptent pas, en fait, c'est pas possible. Voilà. Ou parce que les victimes qu'on piétine une deuxième fois, c'est pas possible. Ces filles-là, elles ont été victimes une première fois,
de manière atroce, puis une deuxième fois avec le silence, puis une troisième fois parce que finalement il y a leur famille qui se sentent coupables de ce qu'elles sont devenues. Donc il y a un moment donné, faut quand même écrire l'histoire du point de vue de ces victimes aussi. Émile Louis a été condamné, on peut considérer que justice a été faite. En fait, malgré tout, les familles de victimes n'ont pas obtenu les aveux d'Émile Louis et donc elles ont encore des difficultés à faire leur deuil. Et puis, en plus, il manquait quand même une personne qui aurait été essentielle dans ce procès, c'est le gendarme Christian Jambert. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.